Cet épisode est la suite de l'épisode précédent où j'ai interviewé Gaspard Boisdin qui est un gamer et qui a surtout créé une association de e-sport qui s'appelle Miro, c'est à Amiens. Et évidemment, si vous n'avez pas écouté cet épisode, vous devez d'écouter la partie 1 avant d'écouter cette partie 2. On a déjà parlé du e-sport en général, on a parlé du rapport aux jeux vidéo et on en était arrivé à la conclusion que finalement, il y avait un besoin d'éduquer la société autour du e-sport et du jeu vidéo. Il faut raisonner les gens, c'est la conclusion à laquelle on était arrivé dans notre entretien. Alors, naturellement, pour continuer cet échange, j'ai demandé à Gaspard par quoi ça passait, ce fameux raisonnement, cette fameuse éducation de la société autour du e-sport et des jeux vidéo. Déjà, première chose que je vous propose, c'est de regarder des compétitions déjà de e-sport. En premier lieu, juste regardez les compétitions de e-sport, regardez vos streamers et regardez déjà ce que vos enfants font, ce que regardent vos enfants sur YouTube. Essayez de comprendre en fait pourquoi. Genre essayez de, par exemple, se mettre à leur place. Moi, je vais regarder des compétitions de jeux vidéo. Ça va me procurer des émotions comme quand je vais regarder un match de football en fait. Et je pense qu'il n'y a rien de nocif à ça. Et après, c'est comme on va rester sur l'exemple du football. On regarde des compétitions, on est content, on va vouloir aller s'entraîner. Et pour nous, peut-être de venir. Et ça va être la même chose avec les enfants qui vont aller jouer eux de leur côté. Et les enfants sur le terrain, ils sont à l'entraînement, vous les voyez pas. Quand ils ratent des frappes, ils s'énervent, ils vont frapper dans le gazon. Ça va être la même chose, ils vont s'énerver à voix haute. Et le truc, c'est que je pense pas qu'il y ait de réelles raisons. C'est juste qu'il faut que les gens comprennent en fait. Faut qu'il y ait cette compréhension en fait, on est peut-être un peu fermé d'esprit, et je pense que beaucoup de Français sont fermés d'esprit, mais juste le dire, ça ne va pas changer grand chose. Il faut les aider, en fait. Oui, regardez des compétitions, vous verrez ce que ça donne. Accompagnez votre enfant aussi sur les jeux, donc essayez de s'intéresser un petit peu à ce qu'ils font, à ce que fait votre enfant, à quoi il joue, c'est quoi le but, ça marche comment les compétitions, pourquoi il joue, ses motivations aussi à jouer, parce que souvent, je sais que moi j'avais peur de dire directement mes motivations à jouer, à dire à mes parents, je joue parce que j'espère peut-être gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, ils comprennent pas. Donc, je pense que juste faire des recherches de soi-même de son côté, déjà c'est bien pour tout le monde parce que même pour vous, parce que ça vous permet de vous endormir moins bête. Désolé pour l'expression, mais non, en vrai, je pense que c'est intéressant. Dans tous les cas, c'est de découvrir de nouvelles choses. Et puis, après, c'est ce qu'on essaie de faire derrière notre projet, nous, sur le club Miro. Ça serait tout simplement développer un club où nous, on serait là aussi pour accompagner derrière. Parce que des paroles, ça reste des paroles, mais des moments où il y a des actes et qu'on leur prouve par A plus B que si c'est bien encadré, tout peut bien fonctionner. Si eux-mêmes découvrent, en fait, moi je connais plein de parents qui jouent le soir, en fait, même sur la communauté sur Twitter, des parents qui sont là le soir, qui jouent à Fortnite avec nous, et puis personne leur dit rien parce que c'est des adultes. Donc je pense juste que bien encadré, ça peut le faire. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur notre projet, d'encadrer tout ça, de prouver que la discipline n'est pas nocive. Je vais prendre l'exemple d'un joueur donc qui avait 12 ans ou 13 ans, je crois, quand je l'ai connu, donc Noya. Donc c'est un joueur Fortnite. Lui, il est super bien accompagné par son père, donc son père est dans l'IT aussi. Et il est super bien accompagné par son père, et je sais que ils comprennent. Par exemple, quand il part en vacances, il va emmener son PC avec lui pour continuer de s'entraîner. En fait, il reste dans le côté on fait régulièrement, mais on encadre. Et en fait, je sais que qu'à 22h30 ou 22h, je sais pas pour les horaires, mais il s'est arrêté de jouer. Il a pas le droit de jouer tant que les devoirs sont pas faits ou quoi que ce soit. Et même, en fait, c'est mieux pour tout le monde parce que le parent, dès le moment où l'enfant joue, il sait qu'il a la confiance. L'enfant, il se met pas un stress en fait. Il se met pas un stress à dire j'ai encore mes devoirs à faire, à tout moment les parents ils rentrent, ils vont gueuler. Non, il joue, il est tranquille, il est apaisé, et quand on est jeune, c'est là où on a le plus de réflexes, on a le plus de vivacité, qu'on apprend vite, surtout les jeux comme ça, et c'est là qu'on peut booster aussi les performances de son enfant et en tirer même le plus de bénéfices en fait, parce que après il y a le côté financier, et du coup là lui il arrive, on est au niveau T2 comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc dans le semi-pro. Et après, il est encore super jeune. Il vient d'avoir 15 ans. Mais dans 1 an ou 2, ça m'étonnerait pas que ce joueur soit pro. Et je pense que ça en jouerait beaucoup de l'accompagnement de ses parents. Ça en aurait vraiment beaucoup joué. Et il se couche pas à 2h du matin. Et il en profite. Et même, il en profite bien mieux que les gens qui vont se coucher à 2h. Parce que l'e-sport, ça reste du sport. Et puis quand on bouge, quand on a besoin de réfléchir, quand on a besoin de faire des choses, on a besoin d'être reposé, de bien manger, d'avoir une bonne condition physique.
et de bien dormir aussi, et 8 heures de sommeil par nuit. Si on se couche à 2 heures du matin, on peut pas aller à l'école le matin ni au travail, donc non, faut vraiment encadrer ce côté-là, se coucher tôt, accompagnement sportif aussi, ça joue, donc faire du sport, accompagnement mental, donc là pour le coup c'est le travail des parents d'accompagner mentalement. Puis la nutrition pour ceux qui n'ont pas l'occasion, enfin pour ceux qui ont l'occasion de se faire à manger eux-mêmes, c'est beaucoup moins de personnes qui jouent, mais je sais que la nutrition ça joue énormément en fait, c'est vraiment comme tout sport en fait, c'est chaque accompagnement qu'on a avec n'importe quel sport, il faut l'avoir avec les sports pour que ça fonctionne bien. La nutrition, voilà donc un exemple qui permet concrètement de mesurer un véritable parallèle entre le sport et le e-sport. C'est qu'à certains niveaux, il y a besoin d'une préparation, il y a besoin d'une hygiène de vie pour que les choses tournent bien. Alors c'est peut-être un conseil qu'on va pouvoir donner là tout de suite dans le podcast aux parents qui sont accompagnés dans leur maison d'enfants qui passent vachement de temps sur les jeux vidéo, c'est tout simplement de leur expliquer que s'ils veulent être bons dans leurs jeux vidéo, s'ils veulent vraiment en profiter, il faut peut-être qu'ils dorment suffisamment, ou peut-être un peu plus que ce qu'ils font, qu'ils s'alimentent mieux. Voilà, des conseils d'hygiène de vie qui sont finalement complètement valables pour avoir de bons résultats aussi dans les jeux vidéo quand on les voit comme une forme de compétition. Et pourtant, quand on voit les jeux vidéo, et je le vois moi à mon domicile, c'est que des jeux vidéo comme Fortnite, on est très loin d'avoir quelque chose qui nous cadre dans notre vie au quotidien. C'est plutôt quelque chose qui nous pousse à aller remplir les quêtes qui sont offertes par ce qu'on appelle le Season Pass. Donc c'est vraiment un groupe de quêtes à réaliser pour avoir des récompenses exclusives. Et on est poussé un petit peu à la mécanique de devoir absolument se connecter pour faire ces tâches. Et aussi et surtout, là on va arriver à la particularité que représente Fortnite, c'est qu'au-delà d'être un jeu vidéo, c'est aussi et surtout un réseau social. C'est bluffant de voir ce jeu vidéo qui est bien plus qu'un jeu vidéo. Je me rappelle quand Disney+ est arrivé sur le marché, Netflix avait pris la parole, évidemment avec beaucoup de recul et beaucoup de sérieux, en disant Pop, Disney+, ce n'est pas vraiment eux notre concurrent. Notre véritable concurrent, c'est Fortnite. Et ça montre à quel point ce jeu vidéo s'inscrit comme étant un des acteurs en compétition pour la guerre de l'attention, celle qu'on redoute tant, celle qu'on mesure jour après jour autant qu'on le peut, celle qui nous fait dire « j'ai pas le temps ». Bref, il était grand temps qu'on puisse se plonger un petit peu plus dans Fortnite, c'était une promesse dans cet épisode, et donc j'ai demandé à Gaspard de se prêter à l'exercice de la description de ce jeu vidéo. Fortnite c'est 100 joueurs, une personne qui doit gagner, donc on appelle ça un Battle Royale, et donc quand on casse les murs, donc on est sur une map bien évidemment, donc quand on casse les murs, donc les murs, le sol, quand on casse des matériaux, on peut récolter 3 types de matériaux, donc du bois, de la brique, du fer, et avec ça on peut construire donc des murs, des escaliers, des cônes et des sols. Tout simplement c'est pour se protéger, donc après derrière on développe des mécaniques et le but c'est de se protéger des tirs. Donc, pareil, il y a des armes aussi, c'est un petit peu le principe aussi du jeu, mais il y a des armes et c'est codé de manière à ce que ce soit c'est visuellement enfantin, de manière à ce que ça soit joué par tous et que ça choque personne. Voilà. Alors là, Gaspard, quand il m'a répondu ça, j'étais scotché. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la première chose qu'il a expliqué, c'était qu'on pouvait construire des choses. Alors mélangez pas avec Minecraft. Minecraft, c'est un autre jeu vraiment de construction. Il y a aussi Roblox qui est très prisé parmi les jeunes, où il y a vachement de construction. Et même si, effectivement, dans Fortnite, on peut construire des choses, on peut construire des bâtiments, on casse des matériaux, des arbres, des murs ou d'autres objets et on récupère des matériaux qui nous permettent de construire, comme il l'a expliqué, c'est pas la mécanique première qui nous vient en tête. La mécanique première qui, moi, me vient en tête en tant qu'adulte, c'est vraiment le fait de se dégommer les uns les autres, un petit peu comme si on faisait une partie de paintball. Et je suis vraiment très étonné qu'il ait présenté Fortnite comme étant un outil de construction. Il le dit après qu'on peut se tirer dessus et que le but c'est d'être le dernier à survivre sur la carte parmi les 100 joueurs qui ont été lâchés, mais il parle de la construction. Et c'est vrai que cette construction, c'est un truc qui vient pas d'entrée de jeu, mais qui devient assez vite central dans Fortnite. Je m'explique, les premières parties qu'on fait, on découvre un petit peu les touches,
on aime dégommer les autres, on aime surtout se planquer pour espérer être le dernier à survivre. Mais petit à petit, on se met à construire. Et mon fils a passé pas mal de temps à me montrer comment construire des choses. Il m'a coaché à faire de la constru, comme on dit dans l'environnement du jeu. Et il faut reconnaître que c'est une partie du gameplay qui est géniale. C'est-à-dire que, oui, ok, on peut se tirer dessus, on peut éviter les autres, on peut se cacher, on peut attaquer les autres en étant en embuscade, mais la construction rajoute une dimension incroyable à ce jeu qui permet parfois de se tirer de situations particulièrement compliquées, très alambiquées, avec des méthodes qui deviennent magiques. Et cette appropriation de la construction, elle se fait vraiment avec le temps, et on l'a pas au premier coup, et il faut vraiment s'entraîner. Et quelque part, c'est vrai que c'est ça qui manifeste le plus le côté e-sport de ce jeu vidéo qui est Fortnite. Pour moi, à mes yeux, c'est cette capacité qu'il faut avoir à rajouter soi-même de la création pour se protéger des ennemis, arriver à créer des éléments de l'environnement du jeu qui vont nous être favorables. C'est absolument fascinant, c'est très dur et au départ ça donne même pas envie de jouer à Fortnite, c'est même repoussant, mais avec le temps c'est clairement ce qui donne toute sa saveur à ce jeu. Alors forcément, Fortnite, c'est aussi une grosse mécanique commerciale, je vous l'avais dit en intro de la première partie de cet épisode, et forcément, il fallait que j'attire un petit peu l'attention de Gaspard pour vous qui écoutez cet épisode de podcast sur le modèle économique de Fortnite. On va faire simple pour le modèle économique. Le jeu est gratuit, mais quand il est gratuit, on joue avec un skin, donc notre personnage, du coup, ça s'appelle un skin, avec un skin donc basique. On appelle ça le skin Bambi. Mais du coup, en fait, c'est le skin basique, donc il y a rien, il est pas forcément très beau. Et bah quand on se balade sur la map et qu'on voit des gens avec des beaux skins, un Superman, une super héros qui va être trop stylé ou juste un poisson, bah on va se dire trop classe, puis même sa pioche elle est mieux, trop classe. Du coup on va acheter des items en jeu, donc avec des V-Bucks. Donc des V-Bucks c'est de la monnaie virtuelle, c'est tout simplement de la monnaie virtuelle attitrée à Fortnite. Et en l'échange de V-Bucks on peut acheter des skins, etc. Et les V-Bucks ça vaut de l'argent tout simplement. Donc c'est comme ça que eux gagnent de l'argent. Et après pour pousser aussi à la vente, je sais qu'ils ont des stratégies marketing, donc ce qu'on appelle le code créateur. Donc tout simplement c'est par exemple les youtubeurs que tout le monde connaissait autour de Fortnite, donc on va prendre Michou et Inoxtag, ont un code créateur. Donc par exemple au moment où on va acheter quelque chose dans la boutique du jeu avec les V-Bucks, on va mettre le code de son créateur préféré, par exemple Michou. Et dans ce cas-là, Michou lui va avoir de l'argent, le jeu aussi, et du coup Michou va être motivé à faire de la promotion de ses skins, à faire la promotion du jeu, à demander aux gens d'acheter des skins, etc. De manière indirecte bien évidemment. Et du coup beaucoup de gens le font. Fortnite ont de plus en plus d'argent, lui aussi, et puis c'est comme ça que c'est rentable en fait, c'est pour le coup. Après là ils sont en train avec Unreal Engine 2. Donc en fait ils sont en train de tout simplement de faire un autre concept, c'est maintenant on peut créer carrément des maps, donc ils ont créé un moteur de calcul 3D qui est tout simplement fou, et on peut créer des maps, donc on peut mettre n'importe quel style en fait, on peut mettre un style comme Call of Duty, donc là on peut lancer Fortnite et avoir la même visuelle que sur Call of Duty, on peut jouer à Mario Kart, etc. Et du coup ils poussent aussi les créateurs de ces maps là pour attirer plein de joueurs casual sur le jeu, même les gens qui sont pas forcément attirés pour jouer à la guerre mais juste pour jouer à d'autres jeux, on peut jouer aux échecs ou choses comme ça, donc ils motivent les gens à faire des maps, et les gens qui font des maps ont aussi certains cachets derrière. Je voudrais être vraiment certain que vous ayez bien compris ce qu'a expliqué Gaspard sur le fonctionnement économique de Fortnite. Ça me paraît vraiment central pour comprendre ce qui se passe dans la relation avec les enfants et de bien comprendre toutes les ramifications qu'il peut y avoir dans leur quotidien. Fortnite, c'est un jeu gratuit. C'est-à-dire que, en dehors de la machine qu'on va avoir pour faire tourner le jeu, que ce soit un PC ou une console, le jeu, on peut vraiment le lancer et s'amuser gratuitement. Je fais une petite d'ailleurs parenthèse pour vous dire que Fortnite a pu être dispo longtemps sur l'iPhone, mais ne l'a plus été depuis quelques années. Ça pourrait changer avec les changements de réglementation cette année en 2023, peut-être en Europe. On va pas rentrer dans les détails, mais le jeu n'est plus disponible sur l'iPhone, notamment parce qu'il y a des conflits autour des coûts des achats dans les applications. Les coûts qui sont prélevés par Apple aux développeurs, et Epic Games qui développe Fortnite n'est pas content de ce prélèvement et du volume de ce prélèvement.
En tout cas, le jeu est gratuit. Mais si jamais vous voulez personnaliser votre personnage, avoir des skins ou éventuellement des objets cosmétiques que votre personnage va porter, eh bien, il va falloir acheter ces objets dans la boutique de Fortnite. Et pour acheter ces objets, il faut avoir des V-Bucks. Les V-Bucks, c'est le compte en banque du joueur de Fortnite et on peut acheter avec des vrais euros, du vrai argent sonnant et trébuchant, des V-Bucks. On peut évidemment le faire dans le jeu, on peut également le faire avec des cartes V-Bucks que vous aurez peut-être l'occasion de retrouver dans les caisses des supermarchés ou dans les magasins de jeux vidéo. En fait, on en trouve un petit peu partout. Je vous fais une petite astuce, si jamais vous connaissez un enfant autour de vous qui joue à Fortnite, il y a de bonnes chances de penser que vous lui ferez un beau cadeau si vous lui offrez une carte V-Bucks. En tout cas, il y a ce modèle économique et les revenus de Fortnite sont extraordinaires avec les achats in-app. C'est d'ailleurs une grosse tendance qui déborde du mobile, elle arrive sur les consoles et sur les PC, les achats in-app rapportent beaucoup d'argent aux éditeurs. Mais dans le cas d'Epic Games, il y a plus que des achats in-app. Ils font tourner Fortnite avec ce qu'on appelle un moteur graphique. Comprenez que c'est un ensemble de programmes qui permettent de faire tourner un jeu vidéo. Et ce moteur, qui s'appelle l'Unreal Engine, il est disponible pour les autres développeurs de jeux vidéo. Il est vendu, même si là encore, ce modèle, ce programme, il a une utilisation gratuite pour une énorme proportion des usages pour les développeurs. Dès qu'ils passent certains seuils, ils sont amenés à payer la licence de l'Unreal Engine pour faire fonctionner leurs jeux et les distribuer et les vendre. Et Fortnite est de ce fait une vitrine B2B absolument surpuissante pour Epic Games qui leur permet de montrer tout ce qu'on peut faire avec leur moteur graphique de jeu. Donc vous l'avez compris, Epic Games, ils ont une mécanique gratuite qui permet de faire adhérer tout le monde à Fortnite, du plus jeune au plus âgé pour qui a envie de passer un bon moment. Avec les achats in-app, ils vendent des cosmétiques, des éléments accessoires au jeu qui ne changent pas le gameplay, qui vont juste changer le rendu de votre personnage et la manière dont il interagit avec les autres personnages. On peut d'ailleurs, par exemple, acheter des danses, mais encore une fois, l'Unreal Engine, le moteur graphique de jeu, est un élément central dans les revenus d'Epic Games. Alors en tant que parent, moi, évidemment, ce qui m'a le plus marqué, c'est ces achats in-app. Parce que, avec Fortnite, on est confronté au fait d'acheter des objets, entendez les guillemets, virtuels. Des cosmétiques, des accessoires, des danses. Et ça coûte de l'argent. C'est le seul truc qui coûte de l'argent. Et nécessairement, ça représente un budget pour les enfants. Un budget qui peut être soit dimensionné par les parents, qui peut être limité, qui peut vite se retrouver être quelque chose de non limité, donc qui peut vite coûter très très cher. Il y a énormément d'enfants qui se retrouvent à dépenser des centaines d'euros dans le jeu. Et quelque part, je fais pas de jugement de valeur derrière ce format-là. Des centaines d'euros dans un jeu qui leur fait passer des centaines et des centaines et des centaines d'heures de jeu tout en représentant un lien social fort. Pourquoi pas ? Mais évidemment, nous, en tant que parents, en 2023, c'est un truc qui nous bouscule un petit peu et on peut ne pas être habitué selon l'historique de jeux vidéo qu'on a. Et j'ai interrogé Gaspard sur cette notion d'achat de biens dématérialisés. Ouais, tu peux comprendre que des gens pensent comme ça, pour le coup. Mais je pense que dans notre vie de tous les jours, il y a aussi plein d'achats qu'on fait qui sont dans le même style en fait, mais vraiment dans le même style. Après, dans tous les cas, les enfants peuvent, les joueurs en général, peuvent accumuler des choses en jouant. Donc par exemple, ils peuvent à force de jouer accumuler et gagner des skins, des choses comme ça. Donc ce qui peut être une première solution pour éviter de payer. Mais dans tous les cas, en fait, ça reste des items qu'on possède, ça reste notre identité visuelle, théorique, sur le jeu. Et vaut mieux ça et l'utiliser tous les jours pour les personnes qui utilisent tous les jours, plutôt qu'acheter une cassette, la regarder une fois et puis la ranger. En fait, je trouve ça même plus rentable en fait de mettre des sous dans un jeu sur lequel on prend plaisir, sur lequel on veut que le jeu évolue en fait, parce que on sait qu'on va y passer un bon moment, on sait que notre enfant y passe du bon moment aussi. Et oui, c'est un autre exemple, c'est comme acheter des cartes Pokémon. En fait, avant on achetait des cartes Pokémon, tout le monde le faisait, ça gênait personne. Pourtant, le Pokémon sortait pas de la carte, on pouvait pas le balancer, il pouvait attaquer personne. Et c'est la même chose, c'est du jeu, c'est juste que au lieu que ce soit matériel, il est en ligne en fait.
on n'achète plus des cuistots dingo ou des choses comme ça à notre enfant. Et maintenant, il joue à Fortnite, on lui achète des skins. C'est l'évolution. Tu peux acheter ce que tu voulais, toi, en skin, en achat in-app, t'avais pas de limite? Je me mets mes propres limites. Après, c'est parce que je pense que je suis assez grand pour ça. Après, évidemment, quand on est plus jeune, il y a des limites à mettre. Je pense que, soit faire des petits, soit des petits budgets, par exemple mensuellement, ou dire, si tu travailles bien à l'école, hop, t'as le droit d'acheter tel skin. Ça peut être aussi des facteurs de motivation. Et c'est justement là où je pense que faut pas s'en plaindre en fait de ce côté. C'est un piège. Faut justement prendre ça comme, faut s'inspirer de ça pour aider notre enfant ou le joueur en général à pouvoir acheter des choses. En fait, on peut l'acheter en cadeau aux anniversaires, on peut l'acheter partout. Moi j'ai bien été traité à ce sujet-là par moi-même, mais pour le coup. Mais après, les parents, eux, peuvent... c'est facile, en fait, Moi, je trouve ça facile. Je perds un petit peu mes mots sur cette question-là, parce que, en fait, je trouve ça facile de juste tenir le compte. En soi, c'est la carte de la personne qui paye. Donc, tant qu'il n'y a pas le... En plus de ça, l'enfant, une fois que la carte est mise, l'enfant, dans tous les cas, doit revalider à chaque fois la carte avec les codes SMS, etc. Donc, puis il y a contrôle parental derrière qui nous empêche d'acheter des choses sans autorisation. Donc non, moi je trouve que faut juste que ça soit bien encadré. En fait, c'est comme tout, c'est comme tout. Et puis il y a la carte des box ça c'est pratique, ouais. Va la Fnac. Ça matérialise quelque chose. Ouais, ça permet aussi de se rendre compte en fait de la valeur de l'objet, parce qu'on va donner un billet de 10, on va recevoir une certaine carte, alors que quand on va être sur le jeu, on va dépenser 10 € en carte. Moi j'aime bien dire qu'on voit moins passer les sous qui sont sur la carte. Alors que quand on retire en espèces, qu'on paye en espèces, là on se dit ah oui, il reste que ça, ok. Et là on prend aussi la notion des V-Bucks à ce moment-là. Je pense que vous l'avez senti, Gaspard à ce stade, il était un peu gêné par ma question. Et en fait, il n'était pas gêné par le fond de la question, il était presque gêné, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, sur le fait que ça puisse être un problème. Parce que oui, c'est souvent un problème, les achats in-app, ils sont souvent très mal considérés. Et j'ai adoré l'image qu'il a eue des cartes Pokémon, des cartes Magic peut-être pour d'autres. Mais effectivement, combien de fois on a pu acheter des objets de ce type-là en tant qu'enfant et les désirer énormément et que ce soit très mal considéré par nos parents. Alors, il y a peut-être des personnes qui écoutent qui vont dire « Oui, mais les cartes à jouer, à collectionner, les cartes Pokémon, ce sont des objets. C'est pas comme la représentation numérique d'un objet qui va être acheté pour un jeu vidéo. » Mais finalement, quelle est fondamentalement la différence ? Ok, on peut pas le toucher, mais l'objet numérique qui va être acheté, on va peut-être en profiter encore plus que la carte, peut-être qu'on va le voir encore plus, ça va être un élément d'identité. Et je commence de plus en plus à me ranger derrière ceux qui comprennent pas très bien le problème à l'idée d'acheter des biens numériques cosmétiques. Évidemment, tout est affaire de proportion, mais est-ce qu'il faut juger le fait d'acheter des objets numériques uniquement selon les dérives, ou est-ce qu'on ne doit pas juste les considérer pour ce qu'ils sont et essayer de comprendre pourquoi il y a des dérives et de poser des limites. Et quelque part, on peut même mettre les choses à l'inverse. Est-ce que c'est pas finalement en 2023, là aussi à une époque où on a beaucoup d'abonnements, où on paye très nombreux à payer des Netflix, des Disney+, des abonnements en ligne pour des services divers et variés, est-ce que finalement c'est pas une étape intéressante que d'utiliser ces achats in-app avec des enfants pour leur faire une éducation autour de la consommation numérique? Et encore une fois, Fortnite est extrêmement bien fait pour les parents parce que, comme l'a dit Gaspard, il y a le contrôle parental, désolé du jeu de mots, mais qui permet de limiter drastiquement ce qui peut être fait et de poser des actes. Juste un point sur lequel Gaspard n'est pas très honnête. On peut pas dire à un enfant, si tu travailles bien, tu auras tel skin, parce qu'il y a une mécanique de temporalité dans la boutique Fortnite qui est aussi centrale. Je m'explique. Si aujourd'hui vous avez une skin qui apparaît, peut-être que dans 2 jours, elle ne sera plus dans le magasin et peut-être même qu'elle ne reviendra
Jamais. Et c'est cette notion d'urgence, cette notion de rareté qui rend à la fois l'achat des objets si intéressant, mais aussi anxiogène et qui amène très vite les joueurs Fortnite à consommer le contenu au travers des achats in-app de manière assez impulsive et pas forcément de manière raisonnée. Alors peut-être, oui, effectivement, offrir une carte V-Bucks quand les résultats sont bons à l'école, pourquoi pas, mais au fond, un enfant, ce qu'il veut, c'est pas des V-Bucks, il est très content quand il y en a beaucoup, mais c'est s'acheter la skin qui est tombée pendant cette semaine et qui ne reviendra jamais. Voilà, évidemment, c'est un sujet de discussion passionnant à avoir avec les enfants et c'est d'ailleurs un sujet de discussion très intéressant à avoir même entre adultes parce qu'il y a des points de repère et des points d'échange à avoir les uns avec les autres. Bon, après avoir abordé cet aspect numérique, financier, mercantile de Fortnite, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, et d'ailleurs n'hésitez pas à déposer des commentaires ou à réagir au podcast pour me dire ce que vous en pensez, eh bien on se doit d'aborder une composante aussi très forte de Fortnite, c'est le réseau social qu'il représente. C'est-à-dire au-delà du jeu, c'est la multitude d'univers auxquels on peut accéder au travers de ce jeu et surtout l'interaction sociale qu'il peut y avoir des enfants. Alors j'ai posé la question à Gaspard si au fond Fortnite c'était plus un jeu vidéo ou un réseau social. C'est un savant mélange des deux. Parce que c'est un jeu, on y va pour jouer, on n'y va pas pour rencontrer des gens. Si on veut rencontrer des gens, je sais pas, je connais pas les plateformes pour rencontrer des gens, on n'y va pas pour. Mais on s'y retrouve à rencontrer des gens. On va lancer une partie donc en comblé, ou si on joue directement avec nos amis, on lance en pas comblé, donc tout le monde ensemble. Et en comblé, c'est-à-dire qu'on comble les trous. Par exemple, si on lance en trio et on lance tout seul, on tombera avec 2 personnes, on active le micro, on commence à leur parler. Si ça se passe bien, on refait 2-3 parties. Après, on s'échange nos Discord ou on s'ajoute en ami pour ceux qui sont sur PlayStation. On fait des parties chaque jour. Après, même quand on n'est plus sur le jeu, on est sur Discord, on discute ensemble, et des amitiés se créent comme ça. Après, des engueulades sur le jeu répercutent dans la vraie vie. Moi, ça me semble logique. Tout comme des engueulades au téléphone répercuteront sur la vraie vie, et des engueulades dans la vraie vie répercuteront aussi au téléphone. En fait, c'est la même chose pour ce côté-là. Mais ça, c'est vraiment pour nos amis qu'on connaît déjà. En fait, on peut s'engueuler avec des gens sur le jeu. On va les voir dans la vraie vie le jour J, on sera juste content de les voir en fait. Même si hier on s'est engueulé, on sera juste content parce qu'on découvre des gens. Et c'est aussi ce côté de découverte qui fait que du coup ça peut être un réseau social. Mais non, là je pense pour le coup c'est un mélange des deux en fait. Il y a pas de bonne réponse. C'est le cas de presque tous les jeux en ligne, ou est-ce que Fortnite est un peu différent? Je pense que Fortnite est différent là-dessus. Oui, parce que Fortnite, les parties sont longues, on a le temps de créer des choses. Sur les jeux, la communauté est plus jeune, donc peut-être des fois un petit peu plus toxique. J'aime bien dire ça, c'est un petit peu plus toxique. Mais ça reste des jeunes, donc ils s'entraident plus facilement en fait. C'est nous, les adultes ont un petit peu plus de mal entre guillemets à entraider certaines personnes qui peuvent pas connaître avec l'évolution. Quand on grandisse, alors qu'un enfant, on va mettre quelqu'un qui tombe devant lui, il va le ramasser. Lui, il s'en moque, qui que ce soit en fait. Et vu que c'est plus des jeunes sur Fortnite, j'ai l'impression qu'il y a plus ce côté amical, entraide, etc. Par exemple, on va aller sur Call of Duty Warzone. Va moins être le cas, je pense. On va tuer quelqu'un ou il va nous tuer, on va pas dire on va être potes. Non, ça va crier. En plus, les gens sont souvent plus vieux, donc le langage est aussi différent. Et après, non, pour les jeux comme Rocket League ou que ce soit, on lance des parties, on s'en moque en fait. Et on cherche pas à savoir qui est derrière, mais je sais pas comment Fortnite ont réussi à faire ça. Et je pense que c'est aussi via le code créateur en fait. C'est via les communautés qu'ils ont réussi à souder. On sait que les joueurs français de Fortnite connaissent à peu près tous les mêmes personnes, donc on se retrouve sur certains liens en fait. Et le jeu a tellement bien fonctionné qu'en fait, je sais pas, ça a créé une atmosphère cool en fait autour de ça. Du coup, tout le monde est cool. Enfin, c'est bizarre à dire, mais je sais pas comment l'expliquer. Un côté cool. C'est vrai, il faut le reconnaître, l'ambiance est plutôt cool dans Fortnite et les interactions sont parfois un peu étranges et il y a un peu le choc des générations qui s'opère assez régulièrement. Mais globalement, les relations sont assez cool. Pour autant, là aussi, moi j'observe mon fils qui joue à Fortnite. Il y joue beaucoup trop forcément, comme beaucoup d'enfants qui jouent à Fortnite. Mais je sais aussi qu'une partie des autres enfants dans la cour de l'école ne peuvent pas jouer à Fortnite.
Tout simplement parce que peut-être les parents ne leur ont pas confié une machine, une console qui permet de jouer à Fortnite. Peut-être qu'ils sont pas prêts à les laisser jouer à Fortnite. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas compris les enjeux ou qu'ils sont fondamentalement opposés aux jeux en ligne. Dans tous les cas, il y a une bonne partie des enfants qui ne jouent jamais à Fortnite. Et j'ai toujours eu beaucoup de peine pour la différence que ça pouvait créer parce que je suis à peu près persuadé que Fortnite est un sujet de discussion parmi les enfants dans la cour de l'école de mon fils. Je sais qu'ils en parlent, je sais qu'ils parlent des Season Pass, je sais qu'ils parlent des quêtes du moment, je sais qu'ils se donnent rendez-vous dans le jeu. Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a des enfants qui aimeraient profiter de cette situation mais qui n'ont pas la possibilité de jouer à Fortnite. Et forcément, ça fait une pression sociale qui est énorme, qui nourrit le jeu vidéo et qui nourrit Fortnite, qui leur permet in fine de générer des revenus. Mais quand même, quand on considère Fortnite comme un jeu aussi comme un réseau social, je me demande s'il ne crée pas un petit peu de l'exclusion. Là aussi, je demande un peu son avis à Gaspard, en m'imaginant que peut-être il va balayer ça d'un revers de la main. Ouais, c'est frustrant. Pas forcément pour le côté Fortnite, mais je parle plus de moi dans mon enfance, quand tout le monde jouait à Call of Duty, avant mon baptême, ma communion. Mon baptême, je m'en souviens pas pour le coup. Avant ma communion. Je voyais tout le monde jouer et moi je m'y intéressais pas, du coup je portais pas attention quand ils parlaient de ça, c'est au-dessus. Mais quand il y a un côté exclusion en fait, et quand on commence à comprendre vraiment en fait c'est frustrant quand on les voit jouer, quand on va chez eux et qu'ils jouent, puis que on va chez nos amis, on joue avec eux, et on rentre chez nous, on l'a pas la console, c'est embêtant en fait. Et je pense que pour les jeunes c'est pareil. Après ouais, je pense que pour le coup, ça, c'est un côté qui est... C'est pour ça qu'on en revient sur le côté d'encadrement. Je pense qu'il y a plus à perdre, en fait, à bloquer vraiment son enfant au jeu qu'à gagner, en fait. Parce que même lui, ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais on a tous des comportements et des réactions différentes. Et je pense que même lui, ça peut, du coup, vraiment frapper sur son moral de se dire que chaque soir, quand il rentre, il peut pas jouer avec ses amis, que tout le monde le fait. Et que mes parents ils sont méchants, alors que pas forcément en fait, c'est juste que tout le monde réagit un petit peu comme ils peuvent. Et si d'autres sont plus malins comme moi, ils trouveront des manières de le faire en cachette, et dans ce cas-là ça va casser en fait la relation de confiance avec les parents, et là ouais, c'est encore plus nocif en fait. C'est une mauvaise habitude, et je pense, après bien évidemment il y a les familles qui n'ont pas forcément le budget pour ou quoi que ce soit. C'est pour ça aussi qu'il faut créer des solutions derrière pour que le marché puisse se développer grâce à ça aussi. Mais oui, les familles qui n'ont pas forcément les moyens, ça peut être frustrant. Et nous, c'est ce qu'on essaie de développer du côté du Club Miro, de créer un local du coup pour les gens qui n'ont pas les moyens, du coup qui viennent directement jouer. En fait, on aurait des horaires de jeu, quoi que ce soit. Puis, du coup, même les gens qui ont les moyens peuvent venir, comme ça, ils jouent, tout le monde est entre amis, quoi que ce soit. Et du coup, à des prix qui sont bien moins chers à l'année qu'une console. Et pour le coup, c'est beaucoup plus facile en fait, comme ça pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est aussi des actions qui doivent être faites non pas de la part des parents, parce que s'ils peuvent pas, ils peuvent pas, mais de la part des projets en fait, des gens qui créent des projets. Faut pas qu'ils voient juste la performance. On est des vitrines. En fait, faut pousser en fait le développement de l'e-sport à ce propos-là pour que même niveau pas e-sport en fait, parce que là on parle pas vraiment d'e-sport, c'est plus vraiment de jeux vidéo. Même au niveau juste des jeux vidéo, ça se ressent en fait. Si on crée des espaces pour, y a pas, tout le monde est content. Et puis je pense même qu'un espace pour, alors certes on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure où je disais que c'était plus facile de jouer aux jeux vidéo parce qu'il n'y avait pas d'endroit où aller et qu'on pouvait le faire de chez nous. Mais pour éviter cette frustration là, je pense que cet endroit c'est aussi un bon lieu pour venir, et des fois ça permet même aussi aux parents de réguler en fait. Au lieu de se dire mon enfant il va au judo mercredi de 16h à 18h, il va jouer. Et derrière nous on aura le côté avec les personnes qui seront là, qui vont voir mon enfant en action, ils vont pouvoir donner des retours, peut-être qu'ils pourront prêter des consoles à l'année avec l'abonnement ou des choses comme ça. Du coup c'est des choses où on est vraiment là pour encadrer en fait. Je vous avoue que ça paraîtra peut-être pas, mais il m'a bluffé Gaspard dans sa réponse, parce que d'une part j'oppose le fait que Fortnite, de par la nature de réseau social qu'il représente,
puisse créer de l'exclusion. Et il me parle assez vite de l'exclusion que peut représenter le fait de voir un copain accéder à des jeux vidéo alors qu'on ne le peut pas. Et ça m'a renvoyé à moi, petit, la Super NES à laquelle j'ai pu le plus jouer, c'était la Super NES d'amis qu'on me prêtait pendant qu'ils partaient en vacances l'été sur des périodes qui n'étaient pas les mêmes que les miennes. Et sinon, je n'avais pas de console de jeux vidéo, j'en ai pas eu avant très longtemps. On a eu un ordinateur, un PC, mais j'ai pas eu de console de jeux vidéo pendant très longtemps. On a eu une Intellivision, mais pour le coup, je pense que mes frères l'ont eu alors que j'étais même pas né. Il faudrait revoir les dates de sortie, mais clairement, c'est pas une console dont je pouvais me vanter auprès de mon entourage. Et j'avais cette envie et cette frustration de pas pouvoir jouer aux jeux vidéo comme ne pouvaient le faire les autres enfants. Et du coup, cette frustration, je l'ai quelque part un petit peu vécue et il me paraît très difficile de l'imputer à un jeu en ligne. Je pense que c'est le cas de tous les jeux vidéo. Et la deuxième raison pour laquelle Gaspard m'a scotché dans sa réponse, c'est parce qu'il m'a parlé de son projet et vous l'avez entendu, son club de e-sport, il le veut aussi être un local qui permette à tout un chacun de venir jouer aux jeux vidéo, peut-être de manière accompagnée, de manière conseillée, quand on n'a pas la possibilité ou encore des doutes quant au fait de s'équiper d'une machine pour jouer aux jeux vidéo. Ça me fait un petit peu penser au club Warhammer, je ne sais pas si vous connaissez ces boutiques dites Games Workshop où on peut aller découvrir les jeux de figurines, les jeux de stratégie avec des figurines alors qu'on n'en a pas encore acheté soi. On arrive, on a des sessions d'initiation où on nous explique les différents jeux qui existent, comment peindre les figurines et surtout comment jouer parce qu'on est très très vite mis en relation avec d'autres joueurs. Il reste un problème qui est très difficile à résoudre quand on est parent vis-à-vis de ce type de situation, c'est quand on a peur. On a peur d'être dépassé, on a peur d'être envahi, on a peur de pas surveiller les choses correctement, on a peur de pas faire les bons choix pour son enfant. Et quand on a peur comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai demandé à Gaspard. S'ils ont peur, la solution c'est pas qu'ils mettent leur enfant par exemple dans un club comme on pourrait le faire avec Miro. Ça serait plus que eux-mêmes viennent faire des stages en fait de découverte. Comme ça, eux vont comprendre. Ils vont comprendre dans à quoi ça sert, pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Et là, je pense que il y a ce côté relaxant pour eux. Ça va les relaxer. Et là, peut-être que s'ils ont les moyens mais qu'ils veulent juste pas, peut-être qu'à ce moment-là, ça va débloquer sur l'enfant en fait. Et que après, directement, ils veulent mais qu'ils ne peuvent pas, dans ce cas-là, ils mettent leur enfant dans un club comme celui-là, et puis leur enfant va s'entraîner, mais au moins les parents savent en fait ce qu'ils font. C'est une réponse très rationnelle que fait Gaspard par rapport à ça. Pour autant, je crois que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir aussi en tête des enfants qui sont dépendants des jeux vidéo. Voilà, il fallait qu'on parle d'addiction aux jeux vidéo et paradoxalement, je crois que c'est un sujet qui est médicalement assez controversé. C'est-à-dire le fait qu'une addiction puisse être liée aux jeux vidéo, c'est assez décrié, il n'y a rien qui le prouve dans des études sur le plan scientifique et malheureusement c'est souvent un raccourci qu'on peut faire, mon fils ou ma fille est dépendant des jeux vidéo. Alors je pense qu'on sera amené à parler de ce qu'on considère être de l'addiction aux jeux vidéo. Je commence à avoir ma petite idée sur le sujet qui est assez éloignée d'une dépendance chimique comme on peut l'avoir pour des drogues ou d'autres substances. J'en reparlerai en temps et en heure avec des spécialistes qui s'y connaissent bien mieux que moi sur ce sujet. Mais évidemment, j'ai quand même voulu avoir un peu la vision de Gaspard. Déjà, je pense qu'on va différencier le côté mobile des jeux. Parce que des écrans, ça rend pas addict en soi. Parce que des écrans, on a des écrans publicitaires dans la rue, on s'arrête pas tous devant et les regarder pendant 10 minutes. C'est pas l'écran qui rend addict. Par contre, c'est le logiciel qui est derrière l'écran. Fortnite, c'est un jeu qui ne rend pas forcément, qui peut rendre addict, mais c'est juste que on va jouer en fait, on va prendre du bon temps et on aime bien prendre du bon temps, comme tout le monde. Après le côté addiction, ça va être la même chose avec le football. Le mec qui va espérer, le mec ou la fille bien évidemment, qui va espérer devenir pro footballeur, et il va continuer de s'entraîner en fait. Il va s'entraîner constamment, il va tout le temps jouer. Ça va être un petit peu la même chose pour le côté humain. Par contre, pour en revenir sur le côté mobile, donc là je trouve ça encore carrément différent parce que côté mobile il y a
des applications comme TikTok, des choses comme ça, où là il y a des shoots de dopamine qui tombent à chaque fois qu'on fait une action. Et là, oui, ça rend vraiment addict pour le coup. Donc en fait, il y a des choses. C'est pour ça qu'on va entendre TikTok ça rend addict, donc on va penser les écrans ça rend addict, donc Fortnite ça rend addict. Fortnite ça rend pas addict. Fortnite, on prend pas de shoot de dopamine à part peut-être quand on fait un top 1 et ça arrive tellement rarement que c'est les mêmes qu'on va prendre dans la rue. Par contre, quand on va scroller un écran toute la journée et chaque fois qu'on scrolle on prend un shoot et qu'on en prend un par seconde, là oui ça rend addict parce qu'on fait que ça en fait, on attend, hop, il y a de la dopamine puis on attend. Donc c'est pour ça. Non, moi j'y vois pas d'addiction. Enfin, tant que c'est puis si même c'était un petit peu trop, si même c'est trop en fait, faut juste encadrer. Mais c'est plus difficile d'enlever le téléphone de quelqu'un avec TikTok dessus que d'enlever une manette avec Fortnite dessus. Je sais que ce que dit Gaspard à ce moment-là ne convaincra pas tout le monde et je vous demande juste d'être patient. Je fais tout pour qu'on puisse travailler ce sujet au travers d'épisodes de contrôle parental dédiés, mais c'est un peu difficile d'aller plus loin dans la réflexion sur cet exercice. Sachez en tout cas qu'à ce stade, moi, je souscris pas mal à la vision de Gaspard et je considère qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'une forme de dépendance à certains outils numériques comme TikTok et à certains autres usages numériques et que les jeux vidéo ne sont probablement pas ceux qui génèrent ce qu'on considère le plus être, à nos yeux, une dépendance. Bref, on en reparlera, on touche à la fin de notre entretien et je commence à demander quels sont les ultimes conseils qu'on pourrait prodiguer aux parents qui écoutent cet épisode. Essayez par vous-même. Alors sans forcément peut-être en parler à votre enfant ou quoi que ce soit, mais limite essayez par vous-même, en cachette en fait. Et je pense que vous allez vous rendre compte, alors peut-être bien évidemment, il y a des gens pour qui ça ne correspondra pas, mais au moins de se renseigner, de regarder certaines vidéos, en fait de voir plus loin que le bout de son nez en fait. C'est s'ouvrir d'esprit, donc c'est facile à dire et j'ai pas envie de passer pour quelqu'un d'ingrat en disant ça, loin de là. Mais je pense que c'est essayer de s'ouvrir d'esprit pour comprendre et le mieux c'est d'essayer parce que souvent si beaucoup de monde aime c'est pour une raison. Donc à part si on est vraiment dépassé et dans ce cas-là dépassé par ça et que ça nous plaît pas du tout, dans ce cas-là ça peut être compréhensible et dans ce cas-là la seule chose que je vous conseillerais c'est de forcer un petit peu la discussion avec votre enfant au fur et à mesure, bien évidemment, et d'essayer de comprendre, en fait, s'intéresser à ce qu'il fait, pourquoi, ses envies, en fait, c'est vraiment... je pense que ça crée, en fait, j'ai l'impression que ça crée une barrière mentale, que les parents en ont peur et le rejettent, mais ils savent pas de quoi ils ont peur. En fait, ils en ont peur parce qu'ils entendent ça. En fait, la peur derrière n'est pas fondée et je pense que juste la discussion et l'ouverture d'esprit, le renseignement, en fait, c'est le mot parfait. Le renseignement sur la discipline de votre enfant, ça aide en fait, ça va vous permettre de comprendre et puis après, dans tous les cas, si les gens ont n'importe quelle question ou quoi que ce soit, alors ça dépend à quelle ampleur bien évidemment, mais je pense qu'il y a toujours des organismes e-sport près de chez vous et allez les voir. Même 2-3 questions, sans forcément que votre fils veuille devenir joueur pro ou quoi que ce soit, juste aller poser 2-3 questions, regarder 2-3 vidéos sur internet, des vidéos bien faites il y en a, juste pour expliquer c'est quoi l'e-sport et vous verrez que c'est quelque chose de beau, de merveilleux et que ça a tout pour exploser, mais faut pas en avoir peur. Merci à Gaspard Boisdin, le fondateur de Miro, club de e-sport à Amiens, d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous aurez passé un bon moment en sa compagnie et que nos échanges vous auront permis d'y voir au moins un peu plus clair sur le thème du e-sport, du jeu vidéo ou de Fortnite. Vous pouvez retrouver le club de e-sport Miro sur Instagram @MIROWESPORT, Miro eSport, mais aussi et surtout sur Twitter avec le même nom, Miro eSport. Pour ne pas manquer les futurs épisodes, abonnez-vous au podcast Contrôle Parental. Il vous suffit de taper les deux mots séparés avec l'accent circonflexe sur le deuxième O de contrôle dans les apps de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou même dans Spotify. Je compte sur vous pour me laisser un petit mot et des avis à 5 étoiles sur les applications de podcast. C'est le carburant numéro 1 des podcasteurs et accessoirement ça aide les personnes qui découvrent le podcast à savoir que le contenu est pertinent et intéressant. Merci à Jacques0535 qui a dit sur Apple Podcast. Merci Guillaume, un nouveau podcast très intéressant que je recommande déjà à mes proches. J'aime beaucoup le style de présentation, la bienveillance. Je suis pile dans la cible avec mes jeunes jumeaux et je m'inspire déjà des contenus partagés.
Vous aimeriez que j'aborde des thèmes spécifiques, vous avez des recommandations d'invités, vous pouvez m'envoyer un mail à guillaume@contrôleparentalpodcast.fr. Retrouvez également tous les épisodes, les références évoquées dans les émissions et plus d'infos sur le podcast sur le site internet contrôleparentalpodcast.fr et n'hésitez pas à me suivre à titre individuel pour en savoir plus sur moi et sur les coulisses des enregistrements sur Instagram @Guillaume Vendée. Et enfin, si vous voulez m'entendre encore un peu plus, retrouvez-moi également dans d'autres podcasts. Relife, ça s'écrit R-E-L-I-F-E et ça parle d'amélioration du quotidien et de développement personnel. Et toutes les semaines dans Tech Café, un podcast qui vous parle de l'actualité tech et de ses enjeux de société. À très bientôt pour un prochain épisode.